Bienvenue, vous regardez Business 54, le magazine qui montre à l'Afrique qu'elle a tout pour réussir. Oui, réussir en Afrique, c'est possible. L'exemple nous est donné par ce jeune Camerounais qui a quitté l'Europe où son avenir semblait être radieux pour tenter sa chance en Afrique. Malgré les difficultés qu'il a rencontrées, il a su imposer son business. Regardez. NT Foods, une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la transformation des produits locaux tels que l'arachide, le maïs et le soja. Elle constitue également une passerelle entre les grandes écoles et le monde professionnel et recrute chaque année en moyenne 200 stagiaires. En quelques années, l'entreprise est passée d'un chiffre d'affaires de 150 000 francs CFA à 400 millions de francs CFA. Pour mettre tout cela sur pied, Thierry Niamen, son créateur, a dû batailler. L'histoire commence lorsque, fraîchement nanti de son doctorat en mécanisation agricole en Ukraine et major de sa promotion, il décide de rentrer au terroir. Malheureusement, aucune entreprise ne voudra de lui et c'est le déclic. Après mon doctorat en mécanisation agricole, je cherchais de l'emploi et je me rendais compte que ma spécialité ne servait plus à personne. Et eux tous ils sont au courant, les dirigeants de ce pays, chacun d'entre eux a reçu au moins ma demande d'emploi. Mais personne ne m'a répondu et dans ce contexte, on se refracte et on devient un peu plus têtu pour se dire, si on a un savoir-faire, si on a quelque chose à proposer pour lutter contre la malnutrition et surtout donner une réponse à ces multinationales qui viennent nourrir nos parents, nourrir nos animaux et même nourrir nos propres enfants. NT Foods est alors en gestation. Le problème, il faut des financements. Sans compte bancaire, le jeune ambitieux ne réchigne pas à l'idée de vendre du riz et de la sauce d'arachide dans les différentes artères de la ville. Thierry fera même le taxi, sous l'œil moqueur de son entourage qui le considère désormais comme un fou, lui qui a abandonné un avenir radieux en Occident pour devenir colporteur à Yaoundé. Débute alors un parcours certes parsemé d'embûches, mais aussi d'espoir. Tout a commencé sur une surface de 28 mètres carrés où il a fallu entreposer tout ce que vous pouvez vous imaginer. On était dans des endroits serrés, dans des conditions d'hygiène inacceptables. Avec son équipe, il distribue ses produits Tanti, une bouillie en poudre pour bébé faite à base de soja. En 2003, NT Foods commence à connaître du succès et les récompenses s'enchaînent. L'entreprise reçoit le premier prix et prix spécial du président de la République au salon de création de l'entreprise. Thierry Niamen passera par tous les échelons, chauffeur, vendeur, livreur, caissier et même secrétaire. Il n'hésite pas à retrousser les manches. Au cours de l'année 2005, meilleur produit nutritionnel. 2006, étoile d'or du marketing et de la communication. 2007, Oscar du produit alimentaire entre autres. Celui que certains qualifient de bosseur a désormais une idée bien précise en tête. Il y avait un défi, un challenge à proposer et c'est ce que nous avons fait pour non seulement donner un sens à notre propre vie, mais recruter, travailler avec cette jeunesse qui a envie de montrer qu'elle a des capacités. De la fabrication à la mise en vente, il existe un long processus. Pour le savoir, il faut sillonner les locaux de l'entreprise. Tout commence ici. Tous les jours, dès 7h30, c'est la réunion des livreurs. Une simulation entre un livreur et un commerçant. Le but de l'exercice, mettre en exergue les difficultés rencontrées sur le terrain et trouver des solutions pour y remédier afin de mieux faire face à la concurrence. Quelques minutes après, l'on se dirige vers les véhicules apprêtés dès la veille. Direction, les différents points de vente, boutiques, supermarchés, hôpitaux et autres surfaces, les zones étant délimitées à l'avance. Alexandre Bibanga Legrand est contrôleur des ventes en charge des supermarchés de l'entreprise. La livraison ici est assidue et ponctuelle. Le circuit il est simple. On va, on arrive pour moi, qui gère les supermarchés, j'ai le planning, c'est-à-dire le programme de travail, le programme de différents supermarchés. Et puis j'arrive au réco, je fais ma visite, je vérifie que les produits sont bien achalandés, qu'il n'y a pas de problème, les dates sont bonnes, et puis le produit il est de bonne qualité, et puis je continue la route. C'est un peu ça. Pour que ces différents produits se retrouvent sur le marché, ils doivent passer au préalable par l'usine. Nous sommes au quartier Messamendongo à Yaoundé. C'est dans le magasin de matières premières où sont entassés les sacs de soja, arachides et maïs que la transformation débute. Ces matières premières qui viennent de nos planteurs et qui viennent des champs très différents doivent passer automatiquement à une sélection que vous voyez ici. Donc ce tri est manuel parce que vous pouvez vous-même constater ici ce qui vient de nos champs et ce que nous allons offrir, parce qu'il faut automatiquement dépoussiérer. On appelle ça, il faut dépoussiérer et après avoir dépoussiéré, nous trouvons des graines
qui sont de meilleure qualité. Et c'est ces grains qu'on va aller directement pour la torréfaction. La salle des machines. Donc vous avez déjà un soja ici qui est entièrement torréfié. Le maïs ainsi rôti est par la suite dépulpé et rendu plus fin. Intervient alors la tamiseuse. Le produit est acheminé au laboratoire des mélanges pour être par la suite en sachet, mis au conditionnement et distribué dans les différents points de vente. Nous voulons faire consommer les produits Tanti en Afrique centrale par tous les moyens. Ça, c'est l'objectif vers lequel nous voulons arriver. Nous sommes déterminés à cela. Nous savons que ça va prendre du temps, mais nous faisons... j'ai l'habitude de dire que je fais partie des Camerounais qui ne sont pas pressés. Donc nous allons aller pas à pas. Nous allons gagner chaque pas. Nous allons lutter contre vents et marées pour donner à la population camerounaise des produits de bonne qualité, bien conditionnés, et qui va faire plaisir à un prix abordable, mais surtout sauvegarder un peu ce Made in Cameroun, parce que nous pensons qu'un pays qui ne consomme pas ce qu'il produit, il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas d'emploi. L'entreprise qui était au départ un sujet de raillerie est devenue aujourd'hui la première entreprise de céréales infantiles du Cameroun. Un rêve devenu réalité. Voilà pour ce reportage. Le 15 novembre dernier à Paris, au sein de la Maison de l'Afrique, s'est déroulée la cérémonie de présentation de l'Université des connaissances africaines, structure dont le lancement avait eu lieu le 28 avril 2016 dans la capitale française. L'UCA se veut un espace de réflexion et de mutualisation des compétences des cadres, chercheurs et chefs d'entreprise africains chargés de produire des solutions stratégiques à destination des gouvernements, entreprises et collectivités publiques africaines. Ce soir, Business 54 reçoit son fondateur, Patrice Passy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en intelligence économique, vous conseillez des décideurs politiques africains. Patrice Passy, aujourd'hui, on parle souvent de reconversion industrielle en Afrique. Alors, dites-nous très rapidement, qu'est-ce que c'est ? La reconversion industrielle est un concept que nous sommes en train de promouvoir qui vise en fait à remplacer la diversification économique. Qu'est-ce qui vous motive de parler de la reconversion industrielle aujourd'hui ? Pourquoi nous parlons de reconversion industrielle ? Parce que nous avons constaté que entre 1960 et 1970, il y a eu une tentative de reconversion industrielle pour faire face justement à l'exportation des produits. Sauf que la stratégie d'importation ou les stratégies qui avaient été proposées à l'époque n'ont pas permis de réaliser cette reconversion industrielle. En 2017, nous revenons avec cette idée parce que nous pensons que pour qu'il y ait une diversification économique, il faut un certain nombre de critères. Il y en a 3 principalement et la plupart des pays africains ne remplissent pas ces critères qui passent donc par une augmentation de la production, un amorçage au commerce international et surtout une restructuration de l'appareil de production. De ce fait, que proposez-vous aux États africains ? Nous pensons que nous avons des lacunes structurelles qui ne permettent pas d'aller dans ce sens. C'est pour ça que nous proposons, d'abord en ce qui concerne l'agriculture, de passer de l'agriculture de substance à l'agriculture, à l'agropastorale et même à une mécanisation généralisée de l'agriculture, ce qui est déjà une grande source. Mais pour le faire, nous proposons qu'il y ait au niveau de chaque État une réflexion nationale sur le rôle, la place et les enjeux de l'entreprise. Ça passe donc par l'organisation d'une conférence nationale de l'industrie. Cette conférence va être donc l'occasion, sur le plan national, de réaliser un diagnostic, le diagnostic participatif, c'est-à-dire toutes les régions vont se retrouver pour pouvoir réfléchir autour du rôle et de la place de l'industrie. Pourquoi toutes les régions ? Parce que dans le cadre de la reconversion, nous partons d'un dispositif. Pourquoi nous parlons de dispositif ? Parce que nous avons constaté que la plupart des pays africains n'ont pas résolu 7 problèmes. Nous appelons ça les accès. On n'a pas résolu le problème de l'accès à l'eau, l'accès à la santé, l'accès à l'instruction, l'accès à la sécurité, l'accès à l'avenir pour tous. Donc il y en a 7 comme ça qu'on a constaté. C'est pour ça que nous mettons en place un dispositif national
industriel des accès. Alors, quel est le rôle de ce dispositif? Ce dispositif a pour rôle, justement, en industrialisant les lacunes constatées autour des 7 fins, nous appelons ça les 7 fins, je viens de vous parler des 7 accès, en fait c'est notre théorie, la théorie des 7 fins. En partant des difficultés et des lacunes constatées autour de cette fin, nous créons un tissu ou une production nationale permettant justement de résoudre les problèmes basiques que chaque population rencontre. Donc ce dispositif industriel national des accès va commencer par une réflexion nationale. Ensuite, de cette réflexion va découler un pacte national pour l'industrie. Ce pacte sera donc le cadre d'exercice des moyens de réflexion aussi et surtout permettant aux partenaires internationaux de participer à cette réflexion. Ensuite, nous mettons en place pour résoudre ces problèmes-là, une fois qu'on a identifié les richesses de chaque département, les richesses de chaque région, nous mettons en place une politique nationale de clustering, c'est-à-dire des grappes industrielles autour des potentialités départementales ou régionales, avec un financement que l'État va mettre, avec un financement que l'État aura pour mission de créer en fait. Une fois qu'on a mis, on a mis en place la politique nationale de clustering et des grappes, ou la politique des grappes, qui va réunir l'ensemble des experts, des assistances et aussi toute l'ingénierie à la fois financière, économique et de construction, nous pourrons, grâce à une politique nationale de partenariat public-privé, mettre en œuvre donc la réalisation de ces projets. Merci, Monsieur Passy. Restez avec nous. Je rappelle que Monsieur Passy est le fondateur de l'Université des connaissances africaines. Il est également directeur général de DB Conseil. Nous allons vous montrer dans le reportage qui va suivre l'une des 7 fins que Monsieur Passy a évoquées tout à l'heure, l'accès à l'eau potable. Nous partons donc au Bénin. Regardez. La fourniture en eau potable dans les villes du Bénin est passée à plus de 75% de nos jours. En 2004, à peine 38% des populations urbaines et périurbaines étaient réellement alimentées en eau potable. Depuis 2013, grâce aux mesures prises par le gouvernement, à travers la réduction du coût d'abonnement au réseau d'alimentation en eau potable, la Société nationale des eaux du Bénin a enregistré plus de 350 000 abonnés supplémentaires dans la ville de Cotonou. La réhabilitation et l'extension des stations de traitement d'eau de Godomé et de Verdocor, mais aussi la mise en place d'un système de télégestion des installations à distance, ont permis à la SONEP de produire une eau de qualité. Cotonou est alimenté à partir des forages. C'est de l'eau souterraine. C'est de l'eau captée à plus de 120 mètres de profondeur. Donc cette eau est déjà, même brute, elle est déjà potable. Pour nous, c'est une chance et nous la conservons. C'est pourquoi nous avons mis en place une politique de protection des zones de captage de nos forages. Nous en disposons près de 46, donc ces forages sont bien protégés. L'une des innovations apportées concerne l'externalisation des prestations d'abonnement qui s'effectuent désormais en moins de 112 heures. Les atouts naturels et les méthodes modernes de traitement de l'eau lèvent le doute sur sa qualité. Par rapport à tout ce qu'on en fait à la maison, c'est-à-dire que nous pouvons la boire, nous pouvons l'utiliser à la cuisine, nous pouvons l'utiliser pour nous laver, nous pouvons l'utiliser pour laver nos habits. Et je crois que globalement, c'est une eau de bonne qualité. Parce que je connais, dans certains endroits du monde, on n'est pas capable de boire l'eau qui sort du robinet directement. Avec les performances enregistrées ces 2 dernières années, en matière d'approvisionnement en eau potable des populations en milieu urbain et périurbain, le Bénin a déjà atteint l'un des objectifs du millénaire pour le développement. Il espère se retrouver à 82% de fourniture à fin 2015. Voilà pour ce reportage. Pour terminer notre interview avec Monsieur Passy, notre invité prestigieux ce soir. Monsieur Passy, ne pensez-vous pas que les États africains doivent se tourner vers les métiers d'avenir pour pallier à certains problèmes? Nous constatons, par exemple, en ce qui concerne une bonne partie des pays africains, la génération des années 60 part à la retraite pratiquement dans 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans.
la génération des années 60, la génération des années 50 est en train pratiquement de partir. Dans 5-10 ans, la génération des années 60 va partir à la retraite. Celle qui va prendre le relais, c'est la génération, celle qui va transmettre le relais, c'est la génération des années 70, et celle qui va prendre la direction de pas mal de structures et aussi de missions et de projets, c'est la génération des années 80. Alors, donc nous constatons par exemple qu'en ce qui concerne le domaine de l'enseignement, il y a de nouveaux métiers, par exemple, d'accord, une nouvelle manière de former, une nouvelle manière de former et de se former. Il va falloir donc recruter encore et plus de nouveaux enseignants, mais qui ne peuvent plus former comme avant, ils formeront davantage avec l'ordinateur et de nouveaux logiciels. C'est donc de nouvelles spécialisations. Nous aurons besoin de plus de cadres. Parce que si nous voulons amorcer ou si nous voulons nous arrimer à la mondialisation, il faut plus de cadres. Et si nous voulons, puisqu'il y a l'existence maintenant d'une classe moyenne, il faut plus de commerciaux, d'accord ? Plus de commerciaux, puisque la classe moyenne consomme de mieux en mieux et de plus en plus. Qui dit classe moyenne dit donc exigence de qualité et aussi plus de consommation. Il faut donc de commerciaux, il faut des ingénieurs, de plus en plus d'ingénieurs. Les pays africains doivent donc partir des formations généralistes pour migrer de plus en plus vers des formations d'experts, d'ingénieurs. Donc nous devons avoir plus d'ingénieurs et moins de généralistes. Il nous faut aussi plus d'administration, donc des fonctionnaires de plus en plus mieux formés aux nouveaux métiers, aux nouvelles évolutions. Et la population vieillit. La population vieillit. Il y a par exemple un truc qui n'existait pas il y a quelques années, les babysitters par exemple. Nous avons de plus en plus de jeunes cadres et dynamiques qui ont besoin d'une personne pour garder les enfants. Mais l'époque où on faisait venir la cousine du village, ou l'époque où on faisait venir, où on gardait la maman à la maison, s'estompe où il n'y en a plus, on a besoin du personnel. Donc on a de plus en plus besoin des personnels de maison pour garder soit les parents, les enfants, etc. On a de plus en plus besoin de la conciergerie parce qu'il y a des gens qui arrivent dans les villes, on reçoit de plus en plus d'étrangers et on a besoin de compétences pour, par exemple, les courses administratives. On a besoin de plus en plus aussi j'ai parlé d'ingénieurs, j'ai parlé de cadres, j'ai parlé de commerciaux. On a aussi besoin de cadres pour l'intermédiation et aussi des formations ou des spécialistes de la culture des autres. Parce que nous avons malheureusement pas appris à apprendre l'autre. Nous ne connaissons pas, nous avons besoin de plus en plus, pour augmenter ou développer le commerce intra-africain, des spécialistes du Cameroun, du Togo, du Tchad, etc. Parce que nous devons développer le commerce intra-régional. Mais ça, on n'a pas ça. Donc, par rapport justement à l'industrialisation, nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de commerciaux, mais nous avons aussi besoin d'experts en innovation. Il faut innover pour avancer parce que autrement, nous aurons du mal. Patrice Passy, merci. Je vous en prie. À Douala, au Cameroun, le CAFRAD, une association, accompagne les jeunes dans leur formation professionnelle. Mécaniciens, cuisiniers, sculpteurs rencontrent avec des apprenants qui veulent réussir leur vie. Regardez. Douala, capitale économique du Cameroun. Quelques 3 millions d'habitants et une effervescence que l'on ressent à chaque carrefour. On parle d'un chômage de près de 30% de la population, touchant les femmes et les jeunes en priorité. C'est pour eux que Joseph Nono Kepatou, mandaté par son église, a créé le CAFRAD, Centre d'animation, de formation, de recherche et d'appui au développement, en 1994. Depuis, l'offre du CAFRAD n'a fait que s'adapter aux réalités d'une jeunesse en quête d'avenir. Le CAFRAD, c'est l'outil d'évangélisation dans un contexte urbain, mais axé sur la jeunesse désœuvrée. Donc, depuis 1994, nous avons développé un programme qu'on a appelé le PIAZI, le programme intégré d'appui à l'artisanat et aux petits métiers, et un programme que l'État a même intégré maintenant pour développer le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Mon travail au CAFRAD consiste à identifier les artisans formateurs capables de former les jeunes et d'accompagner les jeunes qui sollicitent les formations chez ces artisans-là. Je suis 28 apprenants.
Pour les filles qui sont dans les métiers dont le secteur est fortement dominé par les hommes, comme notre jeune mécanicienne, le début de la formation est extrêmement difficile, mais c'est au fur et à mesure qu'elle s'est imposée et elle arrive même parfois à débloquer des situations que les garçons ne débloquent pas. J'ai choisi ce métier de mécanique parce que ça me passionne tellement. Oui, disons que je suis amoureuse de la mécanique en fait. Le CAFRAD, c'est un centre que je respecte beaucoup. Ils m'ont très bien accueilli quand je suis venue. J'ai senti cet engouement du métier que je semblais perdre un moment et ça m'a donné goût et vie de refaire ce métier et ça me plaît vraiment. Elle est ici pour une formation de 3 ans. Pour des pièces un peu plus pesantes, c'est un peu difficile pour elle, mais elle fait les efforts et demande des assistants en cas de demande de force physique. Nestor, la clé à bougie. Elle n'a pas de salaire, elle apprend. Elle aura un certificat de fin d'apprentissage. Certainement avec un petit appui, un petit don, puisqu'on ne peut pas aussi tout faire pour rien. Dans le quartier populaire de Bépanda, où se trouvent ses bureaux, le CAFRAD a ouvert un garage. Plusieurs jeunes y suivent leur formation et c'est ici également que les apprenants dispersés dans les garages de Douala viennent recevoir les cours théoriques de mécanique automobile. La zone de contact dans le carburateur entre l'essence et l'air, comment est-ce qu'on appelle cette zone-là? Oui, Noël. Au garage, le véritable problème que je rencontre, c'est la discrimination. Chaque jour, chaque seconde que je travaille, je dois prouver que je ne suis pas l'image de ce qu'on croit de la femme. Ce n'est pas facile. Cela veut dire, si ton confrère garçon te pose le pied à côté, pose aussi le pied. Parce que puisque si tu recules, il va te piétiner, il va t'écraser. Donc il faut confirmer en travaillant beaucoup, beaucoup même et davantage. Autre formation appréciée, celle de menuisier sculpteur qui se transmet depuis des siècles de maître à élève, comme le raconte un maître sculpteur reconnu. C'est l'apprenant qui choisit ce qu'il doit faire et puis on l'oriente vers le maître artisan qui doit répondre aux critères. Je fais certains dessins à la maison. Là, c'est une table à manger. Là, c'est un guéridon ou table basse. Ils arrivent avec une peur dans le ventre, ces apprenants. Ils se disent qu'ils ne réussiront pas. On dit non, vous allez réussir. Et après la dirie, il tombe justement dans l'apprentissage proprement dit. Il doit utiliser les ciseaux, les rabots, tout ce qui comporte pour le type de sa formation. C'est que nous qui donnons la leçon, on va un peu voir l'acidité de l'apprenant, on va voir sa régularité, voir vraiment s'il se donne. On va aussi plus tard aller psychologiquement voir si vraiment il y a un génie qui l'habite, parce qu'un artiste doit avoir un génie qui l'habite. En plus d'une palette de formations dans l'artisanat, le CAFRAD propose un cursus dans les métiers de l'hôtellerie. Cette formation, qui s'étale sur 2 ans, se déroule à Bonabéry, un autre quartier défavorisé de Douala. Nous les formons en tronc commun, c'est-à-dire en cuisine, en pâtisserie, en hébergement, en restaurant, en bar. Ça fait que, ayant cette formation complète, chacun peut se sentir à l'aise dans un domaine. Alors, c'est l'approche à deux qui va essayer d'arranger tous les bords là après. Le but final pour eux, c'est qu'ils puissent trouver du travail demain. Nous les poussons à leur faire comprendre que c'est un métier d'avenir et qu'ils ont leur place, n'est-ce pas, dans la société. Parmi eux, il y en a même qui vendent déjà certains produits qu'ils fabriquent parce que ça leur permet ne serait-ce que d'économiser un peu de pouvoir payer. Donc, ce n'est pas facile de payer, ce n'est pas évident. Beaucoup s'en sortent en essayant de se débrouiller, n'est-ce pas, avec ce qu'on leur enseigne. Ce sont mes parents qui m'aident à payer cette formation. Le fait qu'ils comprennent déjà que ça sera nécessaire pour moi, ça les allège la tâche. Ici, nous avons les difficultés de trouver l'emploi et je pense que le gouvernement devait mettre sur pied une structure qui peut s'en occuper pour que demain, les jeunes ne pensent pas seulement à l'Occident, mais qu'ils puissent aussi trouver de quoi faire dans leur pays. Le soutien du CAFRAD se trouve au niveau du coût de la formation. Les parents déjà ne sont plus de ce monde. Ils ont quitté ce monde, donc je suis orphelin et mes frères et mes soeurs me soutiennent beaucoup. Avant, je faisais dans le génie civil. Je voulais faire dans le métier bois. Et arrivé là-bas, il n'y avait pas le métier bois.
Donc il me fallait à tout prix choisir quelque chose. Je me sens mieux en cuisine, puisque j'aime ce qui est bien. J'aime bien travailler avec mon palais. Voilà. Je me plais du fait de servir les gens. Je ne cuisine plus comme avant, mais j'essaie d'appliquer ce qu'on nous montre ici. On ne les forme pas tout simplement pour les former. On essaie de les coacher aussi après la formation, de les suivre. On leur dit souvent de laisser les contacts pour qu'à la fin de la formation, quand bien ils ne travaillent pas, qu'ils puissent s'auto-employer. La motivation, elle y est parce que je sens en eux cette envie de réussir. Beaucoup posent des questions, beaucoup achètent des documents. C'est des coûts très chers. Ça veut dire qu'ils ont une motivation assez forte et c'est encourageant. Cuisine, accueil ou intendance, la formation se veut pratique dans un centre où séjournent également visiteurs et touristes. Ici, le CAFRAD offre un apprentissage complet des métiers de l'hôtellerie. À ce niveau, vous allez faire le revers. Vous le repliez et vous enfilez. Donc rien ne doit être visible. Maintenant, vous positionnez votre moustiquaire. Ça permet de protéger le client. Il est à l'abri des moustiques qui sont un vecteur de maladies telles que le paludisme. Il y a parmi les jeunes que nous suivons des jeunes qui n'ont plus confiance en la réalité des choses, les jeunes qui ont perdu la notion d'engagement, qui sont là à ne rien faire. C'est à cette jeunesse parfois laissée à elle-même que s'adressent les animations du CAFRAD. On y organise des tournois de football, des cours de danse, de lecture et de nombreux événements culturels. Qui joue au football ici, là, parmi vous? Qui? Toi? Qui est dans le CAFRAD Training Club? Le CAFRAD est le seul centre qui offre des activités ludiques ici à Bépanda. Donc, nous nous occupons de tout ce qui concerne l'événementiel et l'encadrement des jeunes. Pour inculquer l'esprit des clubs aux jeunes, ce n'est pas facile. Parce que nous avons remarqué qu'ils ont d'autres priorités. Leur priorité, c'est ailleurs, peut-être trouver 1000 francs, 500 pour se faire un repas dans la soirée ou alors en semaine. Tu fais quelle classe alors? CE1. Vous avez rien composé. Les jeunes veulent aussi leur place. Mais à une jeunesse où on a toujours dit attendez, vous c'est après, où on ne les a pas intégrés. Finalement, les jeunes se sont soulevés dans ce pays pour dire nous voulons aussi participer au développement de ce pays. Il est temps que nous comprenions qu'il faut les mêler à la source populaire. Sinon, l'avenir paraît toujours un peu sombre. C'est un métier que j'ai toujours apprécié et une formation que j'ai voulu suivre il y a de cela pratiquement 7 ans. J'ai choisi ce métier pour mon avenir dans la vie, pour pouvoir vivre et aider aussi mes parents aussi dans la famille. Le plus grand rêve que je porte en moi, c'est d'avoir mon propre garage. Un garage que j'aurais bien façonné, un garage moderne, un garage où je vais employer beaucoup de femmes. Être un jour maître d'hôtel quelque part. Voilà, le magazine qui montre à l'Afrique qu'elle a tout pour réussir, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Merci à tous nos téléspectateurs de Yaoundé au Cameroun et à notre réalisateur Koné Sambaga. Et vive l'Afrique. Au revoir.